Bonsoir, c'est une soirée spéciale consacrée au feu à laquelle nous vous convions dans Science Grand Format avec 2 documentaires inédits. Le premier vous racontera la grande aventure de l'homme dans sa maîtrise des flammes et le second s'intéressera à ces méga-feux, un phénomène nouveau qui surprend par son ampleur. La domestication du feu représente une étape majeure dans l'histoire de l'humanité et c'est probablement en observant les feux naturels provoqués par la foudre ou les volcans que nos ancêtres ont eu l'idée de produire à leur tour des flammes. S'il est difficile d'affirmer avec précision à quand remonte le premier feu humain, on sait qu'il y a 400 000 ans, le nombre de foyers augmente partout sur la planète. Et cette innovation technologique majeure va tout changer. Les humains vont pouvoir se protéger des animaux, se chauffer, travailler les matériaux, fabriquer des outils et bien sûr cuire les aliments, ce qui aura pour effet d'augmenter notre espérance de vie. Cette révolution inouïe va accompagner toute notre histoire jusqu'à l'ère industrielle. Mais aujourd'hui, un nouveau défi attend l'humanité, trouver le moyen de décarboner la combustion afin de préserver l'environnement. Des solutions existent déjà pour créer une flamme propre qui ne dégage pas de CO2. Les Maîtres du Feu, c'est un film de Gabriel Martiarena et Emmanuel Sudre que vous pouvez également retrouver sur notre plateforme France.tv. Bonne soirée et vive la science en grand format. Chaque seconde, la foudre frappe 100 fois la planète. Les feux qu'elle déclenche étaient comme des dons du ciel pour les premiers hommes. Le foyer, c'est l'image primitive de la cohésion de l'humanité. Domestiquer le feu, s'en rendre maître, le posséder. Cette nécessité a rythmé la marche de l'humanité. Cadencer la course du progrès. Le feu, capable de chauffer, cuire, éclairer, fondre, forger, porter, propulser. Instrument de toutes les conquêtes. Des feux préhistoriques. Et c'est comme ça qu'on fait du feu comme Néandertal. Au four des premiers forgerons. Et voilà. Des premières machines à vapeur. On a très vite des machines qui produisent plusieurs milliers de chevaux. Donc c'est des niveaux de puissance qui n'ont jamais été atteints. Aux flammes du futur. Un voyage dans le temps pour explorer une histoire millénaire qui fit des hommes les maîtres du feu. À la pointe du Finistère, en contrebas d'un chemin côtier, à l'abri du regard des promeneurs, se cache un trésor archéologique vieux de plus de 400 000 ans. Ici, du cœur des sédiments de la terre bretonne, percent les preuves d'un usage du feu par les hommes préhistoriques. Tu vois, on voit qu'il y a encore du matériel, c'est plein. Regarde, il y a encore des charbons qui apparaissent. Ouais. Sur ce niveau qui a quand même 465 000 ans, ce serait peut-être pas mal de gratter un petit peu pour pouvoir les sortir et les amener pour l'étude. Dans cette ancienne grotte, en 30 ans de fouilles minutieuses, plus de 150 000 échantillons ont été récoltés. Charbon, silex, fragments d'os. Un gisement unique au monde, d'une valeur inestimable, préservé par l'heureux hasard d'un accident géologique. Ce qu'on voit maintenant de cette grotte marine, c'est juste un petit porche, un abri sous roche. On en voit juste le début de la voûte, enfin la fin de la voûte même. Mais il faut savoir que quand elle était occupée par les hommes, il y avait un toit qui s'avançait. Et ce toit-là était supporté par un pilier central au milieu. Et puis certainement un événement sismique. On pense que le pilier s'est effondré et a entraîné petit à petit le toit avec lui, donc sous forme de gros blocs qu'on retrouve un petit peu partout. Cet effondrement et ces gros blocs ont permis de sceller les niveaux archéologiques, les ont protégés de toutes les remontées successives de la mer et donc de l'érosion. Et c'est ce qui nous a permis de conserver des niveaux aussi anciens. Probablement, si on n'a pas
autant de sites aussi anciens en France ou dans le monde, c'est parce qu'avec au fil du temps, en fait, ils sont érodés et ils ont été tout simplement détruits, ils ont disparu. Ménez-Drégan, une petite dizaine de mètres carrés, mondialement célèbre pour les preuves irréfutables d'un des plus anciens feux maîtrisés par l'homme. Tu vois, il y a même du silex cramé encore, là, complètement brûlé. Ça se voit très très bien. Ça a changé de couleur, hein. C'est devenu cette espèce de couleur un peu ciment, un peu béton. Et puis surtout, là, toute la structure à l'intérieur, elle est devenue un petit peu quadrillée, là, comme ça. Et ça veut dire que le silex a éclaté par le feu. Et donc ça, c'est un témoignage, encore une fois, de l'utilisation du feu à Ménez-Drégan. Ça se repère aussi à la manière dont la roche réagit. On voit très bien ici la roche qui est devenue rose. Ça veut dire qu'il y a eu du feu. Donc elles ont chauffé suffisamment fort pour changer leur couleur et leur structure interne. On sait que ces traces de feu-là ne sont pas accidentelles, que c'est forcément l'homme qui les a faites. Parce que pour arriver à changer de manière aussi localisée la couleur de la pierre, ça veut dire que cette pierre-là, elle a été soumise à une très forte chaleur, localement. Et pour atteindre cette chaleur-là, il faut que le feu ait été entretenu. Et c'est là toute la clé qui nous permet de dire que c'est l'homme qui a fait le feu dans la grotte et que ce n'est pas des incendies naturels. On a retrouvé un foyer, donc un feu entretenu par l'homme, et on a retrouvé une surface de sédiments brûlés avec ces petits charbons de bois, parfois de plus grande dimension, et aussi des petits éclats de silex brûlés et quelques restes d'os, ce qui veut dire que charbon de bois plus os brûlé, barbecue. On a le premier barbecue de Bretagne ici il y a 465 000 ans. Donc c'est aussi un espace social dans le sens où, puisqu'on a des foyers, le foyer devient aussi l'endroit de fédération du groupe. C'est un lieu où on peut imaginer le groupe humain, les familles, les enfants. Tout le monde a vécu ici, tout le monde y a cuisiné, tout le monde y a grandi, tout le monde y a chassé, tout le monde y a fabriqué ses objets. Et c'est un vrai lieu de vie. Et ça, moi, je trouve ça assez touchant personnellement. Ouais. De pouvoir imaginer les gestes et les familles, les groupes qui ont pu vivre ici il y a 465 000 ans. Ouais. Le symbole du feu peut-être le plus parlant pour l'humanité, c'est celui du feu domestique, c'est celui du foyer. Maintenant, la flamme aussi, c'est la possibilité de la torche. C'est-à-dire la possibilité aussi pour un individu de quitter le groupe et de s'aventurer au-delà des limites habituelles, prescrites, d'aller peut-être au fond des cavernes, de voyager la nuit, d'aller dans des forêts sombres. Donc il y a une idée de l'autonomie qui s'accompagne à cette idée de la torche, de l'éclairage individuel finalement. La maîtrise du feu, c'est un vrai facteur favorable en fait pour la colonisation des zones plus au nord de l'Europe. Une fois que l'homme maîtrise le feu, il peut s'affranchir aussi des températures, il peut gagner en confort et donc forcément en territoire géographique à explorer, puisque du coup il est plus tributaire des conditions climatiques. Pour être le parfait maître du feu, encore fallait-il être capable de l'allumer à volonté. Parmi les milliers d'objets prélevés à Ménez-Drégan, aucun n'a été identifié comme pouvant faire naître une flamme. Pour allumer un feu, on peut utiliser le système de l'archer, où on va rechercher à obtenir le triangle du feu, c'est-à-dire apporter du combustible, du comburant et de la chaleur pour initier la flamme. Le combustible, c'est donc notre planche de bois. Ensuite, il faut apporter de la chaleur. En fait, le frottement de la drille sur le bois va apporter la chaleur suffisante et c'est l'oxygène de l'air qui va permettre d'initier ces toutes petites braises. Une fois qu'on a cette braise, il faut absolument entretenir ces braises et on souffle. Pourquoi on va souffler sur ces braises? C'est simplement qu'on va apporter l'oxygène de l'air et on va apporter une quantité suffisante d'oxygène en soufflant pour entretenir, intensifier cette première combustion. La méthode de l'archer repose sur l'utilisation de bois, de cordes, de lianes. Des matériaux qui ne survivent pas à l'épreuve du temps. Au contraire des fameux silex, qui, eux, ont traversé les millénaires. Ils constituent un objet d'investigation idéal pour une discipline très particulière,
l'archéologie expérimentale. L'archéologie expérimentale est une façon pour les archéologues d'ouvrir une fenêtre sur le passé pour comprendre comment les hommes vivaient autrefois. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais du feu avec du silex et de la pyrite pour mes recherches. Il y a une idée reçue qui laisse penser qu'on pourrait faire du feu simplement en frappant 2 silex. Mais en fait, ça ne marche pas. Si vous frappez 2 silex l'un contre l'autre, vous verrez une sorte de flash de lumière. Mais c'est juste une étincelle froide qui ne permettra pas d'allumer un feu. Donc vous avez vraiment besoin de pyrite, ce minéral qu'on trouve dans la nature. Il est composé de fer et de soufre, et la combinaison de ces 2 éléments permet de produire des étincelles par percussion. C'est ce qu'on utilise pour faire du feu. Et pour nos recherches, on crée des outils expérimentaux qui ressemblent à ceux que l'on trouve dans les fouilles archéologiques. Les recherches d'Andrew Sorensen l'ont conduit en Dordogne, à l'abri Pato. Ce site, découvert accidentellement dans une ferme à la fin du 19e siècle, a révélé une riche collection d'outils préhistoriques attestant de la présence de l'homme de Cro-Magnon. Mais jamais aucun chercheur n'a réussi à les faire parler pour témoigner de la capacité d'Homo sapiens à allumer un feu. Pour y parvenir, Andrew Sorensen compare au microscope ses propres outils expérimentaux aux milliers d'échantillons recueillis lors des fouilles. Dans cette zone plus polie, là, on voit des rayures tout orientées dans la même direction à la surface du silex, quasiment identiques à ce que je peux reproduire avec du silex et de la pyrite pour faire du feu. Et donc, en se basant sur ces similarités, on peut supposer que cet outil a été utilisé pour faire du feu il y a 40 000 ans. Pour approfondir sa compréhension de la maîtrise primitive du feu, l'archéologue américain explore la piste d'un minéral très répandu dans le Périgord, le manganèse. Son enquête le mène au roc de Marsal, un abri sous roche mondialement connu. Un squelette d'enfant néandertalien y fut découvert en 1961. Donc nous voilà dans le gisement classique du roc de Marsal. Et c'est notamment ici qu'a été trouvé donc le squelette de l'enfant, juste au pied de cette dépression qui est présente ici. Là, dans l'angle? Ouais, juste entre les deux. In the corner, oui. Okay. Sur le sol de la grotte, à même la roche, on voit ces sortes de taches rouges, ici et là aussi. Et donc j'imagine que ça correspond à des foyers allumés par les hommes lors des premières occupations de la grotte, dans la couche 9, c'est ça? Oui, certainement. L'une des spécificités aussi du roc de Marsal, c'est la densité en foyers. Sur à peu près 10 mètres carrés de fouilles, 25 foyers, c'est énorme. Il faut s'imaginer que si on fouillait, par exemple, les quelques mètres qui restent de ce côté-ci ou ici, on devrait arriver peut-être à 80 ou 100 foyers, ce qui est énorme. Donc, c'est des petites occupations répétitives que montrent tous ces petits foyers au roc de Marsal. Okay. So with all this Et donc, avec toutes ces traces de feu, là, sur le site, est-ce qu'il y a la moindre preuve qu'ils produisaient peut-être eux-mêmes leur feu? Non, on n'a pas pour l'instant trouvé d'éléments permettant d'affirmer qu'ils ont fabriqué du feu. Mais on a trouvé malgré tout un morceau de pyrite de fer non cassé. Et on a surtout 2 fragments de manganèse, dont un présentant des rayures dessus. Le manganèse n'existe pas dans les environs du roc de Marsal. Ok, donc Néandertal a dû l'apporter dans la grotte. On n'en trouve pas naturellement dans la roche ici, c'est ça? Non. Donc on sait qu'ils l'ont apporté ici pour une raison ou une autre. Une hypothèse majeure considère que Néandertal utilisait le manganèse comme pigment pour des peintures corporelles. Mais l'autre voie explorée par Andrew Sorensen est celle d'un accélérateur de combustion. Une sorte d'allume-feu
préhistorique. Donc je vais utiliser mon biface et je vais commencer par gratter l'amadou, ce champignon qui pousse sur les arbres. Et une fois que j'en aurai une quantité suffisante, je ferai 2 tas, un avec du manganèse et un autre sans. Et on va voir lequel marche le mieux pour capturer une étincelle, avec lequel ça va le plus vite. Ok, ça devrait suffire. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon morceau de manganèse et je vais le racler en utilisant mon biface, qui est notre outil multifonction. C'est un peu le couteau suisse des Néandertals. Il sait tout faire. Allez, on essaie. Après quelques minutes d'effort... Allez, ça veut pas prendre. Il a fallu se battre. Mais c'est parti. On a une belle petite braise ici. J'ai un peu perdu le compte au bout d'un moment, mais c'était vraiment pas facile. C'est peut-être à cause de l'humidité dans l'air ce soir. Mais je dirais qu'il m'a bien fallu plus de 200 coups. Ça m'a demandé pas mal d'efforts. J'espère qu'avec le manganèse, ça ira plus vite, que ce sera plus facile. C'est bon, c'est parti. Ça a été clairement plus rapide. Je ne suis pas sûr de combien de coups exactement, mais je dirais bien une 50aine. Alors c'est sûr, ce n'est qu'une seule expérience, mais ça semble montrer que le manganèse rend ce processus beaucoup plus rapide. Et c'est comme ça qu'on fait du feu, comme Néandertal. Lorsqu'il est chauffé, le manganèse libère de l'oxygène, qui facilite et amplifie la combustion. Si Néandertal ignorait l'explication scientifique de ce phénomène, il aurait pu percevoir par l'expérience tout l'intérêt à utiliser ce minéral. Un atout supplémentaire qui pourrait être le signe d'un savoir-faire pyrotechnique déjà très avancé. Vous savez, on ne retrouvera jamais la toute première trace de l'utilisation de cette méthode. La seule chose qu'on puisse faire, c'est continuer à remonter le temps. Ça rend humble, mais c'est excitant. Vous vous sentez puissant d'être ainsi, capable de faire du feu à partir de rien. Des objets inanimés qui n'ont rien à voir avec le feu, mais quand vous les mettez ensemble, c'est un peu la toute première synthèse de l'histoire de l'humanité. Prendre ces deux objets pour créer quelque chose de totalement différent. Tout le monde aime se rassembler autour d'un barbecue ou autour d'un feu de camp ou devant un feu de cheminée à la maison. Je crois que c'est intimement lié à notre usage primitif du feu. C'est enraciné dans notre nature, inscrit dans notre psyché. Et tout cela remonte au premier homme qui a eu l'idée de frapper du silex contre de la pyrite pour créer une étincelle. Et c'était une étincelle pour un feu, mais aussi une étincelle pour toute l'humanité. Moteur du progrès humain, la maîtrise du feu enclenche une cascade d'avancées techniques. La flamme autorise toutes les transformations.
le cru en cuit, l'argile en céramique, le sable en verre. Cet allié tout-puissant arrache l'homme à l'âge de pierre pour le précipiter dans celui des métaux. Assez naturellement, les premiers métaux qui ont été travaillés par les hommes sont des métaux qui nécessitaient des températures de fusion assez faibles. Donc c'est encore accessible avec un simple feu sur lequel on souffle fort d'atteindre ces températures. Et après, on est passé à l'ère du fer et de l'acier. Et là, c'est beaucoup plus difficile, puisque ça demande d'atteindre des températures supérieures à 1300 degrés, qu'on a du mal à obtenir dans un foyer normal, dans un foyer avec du bois, par exemple. On est obligé d'obtenir ça dans des fours. Donc c'est pour ça que l'invention du four fut une véritable révolution technologique. Au cœur de la Bourgogne, une forêt porte les stigmates de ce basculement historique. Une terre composée de roches semblables à des pierres volcaniques. Pourtant, aucune éruption n'a eu lieu ici. Ce paysage étrange n'est pas le produit de la nature, mais celui d'une activité humaine ancestrale. Il y a 2000 ans, le Ferrier de Tanner était le plus grand centre sidérurgique de la Gaule romaine. Des forgerons y ont construit une quantité prodigieuse de bas-fourneaux. Des fours capables de chauffer à des températures jusqu'alors inaccessibles. Il change de couleur. Vous avez rebouché toute la fissure? Ouais, j'ai refait une passe de barbotine par-dessus et d'argile, donc même à l'intérieur j'en ai remis une. Ah ouais? Parce qu'il avait fissuré jusqu'à l'intérieur avec la chaleur. Donc là, parfait. Ferronniers d'art ou simples passionnés de métallurgie, les membres de l'association du Ferrier de Tanner tentent de reconstituer la mémoire artisanale de la technique du bas-fourneau. Un four qui permettait d'extraire le précieux fer du cœur du minerai pour donner au forgeron la matière première de son art. C'est une technique ancestrale. On ne sait pas exactement de quand elle date parce qu'on n'a pas d'écrit, mais on a déjà des traces sur le Ferrier ici de l'époque gallo-romaine. Donc ils ont découvert ça grâce aux céramistes qui faisaient des poteries et qui utilisaient les pierres qui étaient autour d'eux, y compris les pierres de cuivre. Donc ils se sont rendus compte à cette époque que le cuivre, en montant à haute température, que ça faisait des gouttelettes qui venaient tomber sur leur céramique. Il leur est venu l'idée de faire exactement la même chose avec un minerai plus riche en fer. Le bas-fourneau est une cheminée de terre dans laquelle est allumé un feu. Une fois monté en température, il est alimenté au sommet, pendant plusieurs heures, par des couches successives de charbon de bois et de minerai de fer. En descendant le long de la colonne, le charbon et le minerai se réchauffent progressivement, jusqu'à atteindre la température de 1150 degrés, grâce à un apport constant en oxygène par des entrées d'air appelées tuyères. Le monoxyde de carbone libéré par la combustion du charbon va arracher les atomes d'oxygène du minerai et permettre au fer de s'agglomérer au bas de la colonne en une masse pâteuse appelée massio. Même au bout de 15 bas-fourneaux, on ne maîtrise pas complètement la technique, on tâtonne toujours. À chaque bas-fourneau, on va changer un petit paramètre. On arrive à des résultats plus ou moins probants, suivant les expériences, en espérant y arriver aussi bien qu'eux un jour. Ce qui n'est pas sûr, mais on espère. On espère et vous verrez, on aura un résultat, c'est garanti. Je vous le garantis, lequel je ne sais pas, mais on aura un résultat. Pour rendre le bas-fourneau opérationnel, on commence par le faire cuire de l'extérieur, pour le durcir et chasser les poches d'air de l'argile. Ensuite, il montera en température pendant toute une nuit. Une veillée habitée par l'esprit des maîtres du feu, qu'étaient les forgerons d'antan. Il
il y a une figure qui se détache, qui est celle d'un être quasiment magicien, c'est celle du forgeron. Le forgeron est celui qui réussit, grâce au feu, à extraire de la matière, à lui tirer ses secrets et à obtenir des choses immensément précieuses. Et le forgeron est celui qui, à l'échelle d'une petite communauté, du village, est le dépositaire de ces puissances-là. C'est énorme. Il y a forcément des résonances mythiques pour quelqu'un qui est capable de faire ça. C'est forcément quelqu'un qui s'imagine être habité par des puissances telles que Vulcain et Héphaïstos. Épée, armure, bouclier, couteau, cloche, marmite, serrure, faucille. Tous les outils de la civilisation étaient frappés par le marteau du forgeron. Au petit matin, pour intensifier la montée en température, le bas fourneau est alimenté en charbon de bois, du carbone à l'état presque pur. Dans le four, il brûlera en produisant peu de flammes, augmentant ainsi son pouvoir calorifique. Je pense que tu peux charger. Au charbon de bois, j'ajoute un minerai, c'est de l'hématite de Bourgogne, qui est un minerai assez riche en fer. C'est un très joli minerai de couleur rouge, avec des reflets bruns, et plus il va avoir des reflets bruns foncés tirant sur le gris, plus il va être riche en fer. Bon alors? Bah regarde, regarde, on rentre dans le massio ici, regarde. Là, regarde, ça c'est la partie molle. Regarde, là, il est spongieux, là je suis dans la matière spongieuse. Donc on est pas mal du tout. On est vraiment pas mal du tout. Là, à l'intérieur, actuellement, je suis à 1150 degrés. On appelle ça la zone de travail de forge. Et c'est à cette température qu'on va avoir un mouvement de matière qui va permettre au métal de venir s'agglomérer. Donc si je monte trop fort, le métal va disparaître parce qu'il fond à 1400 degrés. Donc on va tout perdre. Et si je suis inférieur à cette température, j'aurai pas ce mouvement de matière. Après, de là à dire que c'est une maîtrise complète, je vous dirais pas que c'est vrai, hein, parce qu'on expérimente. Mais oui, il faut maîtriser le feu. On n'a pas du tout l'intention, ni la prétention de se prendre pour des chimistes ou des magiciens. On expérimente. Donc on est des petits gars qui expérimentons pour essayer de retrouver nos gestes d'antan qu'on a perdus malheureusement avec le temps. Pendant une dizaine d'heures, 50 kg de charbon et 20 kg de minerai seront engloutis par le bas fourneau, avant que les forgerons de Tannère ne finissent par éventrer la bête. Roulement de tambour. Attention à toi. Ah, il est là, le bloc. Et voilà. Mais le massio contient-il le fer tant espéré? Quel sera le verdict de l'aimant? Donc là, j'ai pas de réaction sur toutes ces parties-là. Il n'y a rien qui se passe. Ah, là, ça tire. On l'entend bien que ça colle. Là aussi, l'aimant prend. Il y a du fer, c'est sûr et certain. Ce qui est une petite victoire parce que ça fait 3 ans que j'avais plus de réaction à l'aimant. Le seul petit problème, c'est que les gouttelettes de fer, elles sont finalement disséminées sur des endroits différents et qu'il nous a manqué, on va dire, un chouïa pour qu'on ait un amalgame avec un mouvement de matière qui se soit solidifié. Mais c'est bien, c'est plutôt satisfaisant. J'espère bien pouvoir un jour percer le secret des Gallo-Romains, effectivement. Mais ils sont plus là pour nous transmettre ce savoir. Donc on va persister
mais je suis confiant. Au fil des siècles, les forgerons affineront leur savoir-faire pour aboutir à la conception d'un nouvel outil vers la fin du Moyen-Âge, le haut fourneau. L'invention du haut fourneau était principalement liée à l'apport d'air grâce à des grands systèmes de soufflets actionnés par des moulins à eau. Et cet apport d'air a permis d'intensifier la flamme et donc d'atteindre de très hautes températures. De très hautes températures qui ont permis à l'homme de s'approcher du point de fusion du fer. Un feu tout-puissant qui fera basculer l'humanité dans l'ère industrielle. Aujourd'hui encore, le haut fourneau forge le monde. Le minuscule comme le gigantesque, le quotidien comme l'extraordinaire. La plus simple cuillère comme le paquebot le plus titanesque sont nés de la lave d'un haut fourneau. À Pont-à-Mousson, bassin historique de la sidérurgie française, au pied d'une ruche de 60 mètres de haut. Des fondeurs vibrillonnent pour récolter la fonte, un alliage de fer et de carbone. La première fois qu'on s'approche au niveau du haut fourneau, on se dit oui, il faut quand même avoir du courage pour y travailler. La fonte en moyenne, elle sort du haut fourneau à peu près à 1450 degrés. Il faut vraiment faire ce travail pour s'imaginer les conditions de travail. Qu'on ne s'adapte jamais réellement à la chaleur, qu'on a des guêtres, on a le manteau, on a la cagoule, et c'est ce qui va rejeter le maximum de chaleur. Donc on gagne plusieurs centaines de degrés grâce à ça. Et dès qu'on peut s'éloigner de la chaleur, on essaye de s'éloigner un petit peu pour rafraîchir un peu notre corps. Un feu furieux qui éprouve aussi bien les hommes que le colosse qui l'abrite. L'eau, elle ruisselle du haut du haut fourneau. Elle sert uniquement à refroidir l'installation parce qu'il y a une telle masse calorifique qui est générée à l'intérieur. Malgré les réfractaires à l'intérieur pour protéger, il nous faut couler de l'eau tout le long de la paroi pour pouvoir la refroidir et la protéger au niveau du blindage. Acteur clé de l'industrie mondiale, le haut fourneau fascine autant qu'il intimide ceux qui côtoient ses pouvoirs prodigieux. C'est jamais banal, ça fait 6 ans que je suis au haut fourneau et c'est toujours aussi captivant. D'ailleurs, tous les jours, on vient regarder s'écouler la fonte. On reste jamais insensible devant un tel spectacle. Dans la quête de l'homme pour percer les mystères du monde, le feu a longtemps résisté à livrer ses secrets. Pendant des millénaires, le savoir-faire a précédé le savoir. La technique a devancé la science. L'homme utilisait le feu sans pourtant le comprendre. À la fin du XVIIe siècle, des chimistes allemands tentent d'établir les bases théoriques de la combustion. Une des théories qui était envisagée pour expliquer ce phénomène de combustion était la théorie du phlogistique, où il était pensé à l'époque que lors de la combustion, le phlogistique était un élément constituant le combustible et qui, au moment de la combustion, s'échappait dans l'air. Phlogistos, en grec, qui veut dire inflammable. Phlogiston, c'était ce fluide qui se trouvait dans les choses qui les rendaient inflammables ou non. Il y avait des choses qui brûlent pas, elles n'avaient pas de phlogiston, et d'autres qui brûlaient, elles avaient du phlogiston. Le soufre, par exemple, se consumait entièrement. Donc le soufre était le phlogiston pur. Et l'alchimie reposait sur les 4 corps principaux, dont le soufre. Donc c'était cohérent avec plein d'autres choses. Bien que cohérente, cette théorie va être contestée par le savant français Antoine Lavoisier. Après des études sur un composant de l'air qu'il baptise oxygène, il réalise une expérience déterminante dans l'histoire de la chimie. À l'aide d'une balance de précision et de systèmes de vases clos, il démontre que la masse
reste invariable entre le début et la fin d'une combustion. Ainsi, la matière brûlée ne disparaîtrait pas, mais serait seulement transformée. Ça n'était pas du tout en accord avec la théorie du phlogistique qui disait que ce phlogistique émanait du combustible et donc c'était de la matière qui était perdue et qui ensuite n'existait plus. Et donc finalement, Lavoisier avait raison quand il énonçait « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Cette formule fera de Lavoisier le père de la chimie moderne. Une chimie qui allait permettre de créer du feu à volonté par le prodige de l'allumette. Le feu au bout des doigts. Un tour de magie en apparence simple, mais pourtant complexe. Sa recette parfaite fut élaborée en Suède au XIXe siècle. Le pays en a fait une industrie réputée dans le monde entier, s'appuyant sur la richesse de ses forêts, qui aujourd'hui encore alimentent la fabrication de cette fierté nationale. Ça, c'est du tremble suédois. On utilise le tremble parce que c'est vraiment un très bon matériau pour faire des allumettes. Dans un seul arbre, on peut faire plus d'1 million de bâtonnets. « 100 millions d'allumettes, expédiées dans plus de 80 pays, sortent chaque jour de cette usine centenaire. C'est de la paraffine chauffée à 150 degrés pour qu'elle imbibe le bois du bâtonnet. La paraffine aide l'allumette à avoir une flamme plus stable, une flamme plus maîtrisée. Ici, on trempe le bâtonnet pour former la tête de l'allumette. C'est très important que ce mélange ait la bonne consistance. Si le mélange est trop léger, alors l'allumette devient trop inflammable. Mais si le mélange est trop lourd, alors il devient plus difficile de craquer l'allumette. Là, on se retrouve dans le cas de figure où le mélange ne fait pas le bon poids. Le mélange est trop léger. Il faut qu'on agisse vite parce qu'il est plus inflammable. Malheureusement, je ne peux pas vous dire combien il pèse, là, maintenant, ni quel est le poids idéal pour ce mélange, parce que c'est notre secret. Un secret, héritage du chimiste suédois Gustav Erik Pach, qui en 1844 trouva la parade au problème que posait l'allumette depuis son invention. L'allumette, c'est un procédé qui s'est révélé très utile, mais au départ très dangereux, puisqu'il y a le simple frottement de l'extrémité de l'allumette sur n'importe quoi pouvait provoquer cette flamme. C'est pourquoi on a imaginé le principe des allumettes de sûreté, où on sépare les deux constituants en mettant une partie sur l'extrémité de l'allumette et une autre partie sur le grattoir. Et c'est donc uniquement au moment où on va, avec l'allumette, frotter le grattoir, qu'on va faire rencontrer ces deux constituants, apporter la chaleur par le frottement et créer ces étincelles qui vont permettre d'allumer l'extrémité de l'allumette et donc allumer la flamme de l'allumette. L'allumette, minuscule outil rendant le feu disponible pour tous, partout, tout le temps. Si le feu a été capable de former et transformer le monde, il va aussi le mettre en mouvement. Grâce à la force invisible contenue dans les volutes de la vapeur. Formidable source de puissance pour les ingénieurs. Dans l'histoire de l'humanité, l'un des premiers dont on ait une mention de cette utilisation de la vapeur pour produire du travail mécanique, c'est Héron d'Alexandrie. Alors il faut savoir qu'Héron d'Alexandrie, c'est vraiment une star de l'Antiquité. C'est une sorte de Léonard de Vinci de l'Antiquité. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup de shows, de spectacles. Il avait imaginé un système
pour ouvrir les portes du temple à partir du feu que l'on faisait sur l'autel de sacrifice. Et quand le feu s'éteignait à la fin de la soirée, on va dire, les portes se refermaient automatiquement. Et uniquement avec des jeux de vapeur sous pression et d'eau qui remplissaient des seaux qui permettaient de tirer sur des cordes et d'actionner les portes. Après Héron d'Alexandrie, il a fallu attendre une grande période de temps avant de voir de nouveau des machines thermiques apparaître. Ça apparaît vraiment au XVIIe siècle à peu près. La révolution industrielle marque une rupture. Comme une seconde domestication du feu, une réinvention de ses pouvoirs. Alors avec le développement de l'industrie, il y a de plus en plus besoin de sources de chaleur, en particulier d'exploitation du charbon. Et quand vous allez chercher le charbon dans les mines, il faut creuser des mines et très souvent il y a des infiltrations d'eau. Donc il y a une problématique, c'est de vider les mines, d'aspirer l'eau de ces mines. Et là, il y a un ingénieur qui s'appelle Newcomen, une sorte de technologue brillant, qui a une idée géniale, c'est d'utiliser la vapeur pour faire ça, pour pomper l'eau dans les mines. Et comment ça marche? Alors, il met de l'eau dans une grosse chaudière qui produit de la vapeur. Cette vapeur, avec une vanne, vous l'introduisez dans un cylindre. Ça repousse un piston. Puis, on ferme la vanne d'admission de vapeur. Et là, il pulvérise de l'eau froide à l'intérieur du cylindre. Cette eau froide va condenser la vapeur. La vapeur condensée occupe un volume bien moindre que la vapeur sous forme de gaz. Donc, il se crée un vide partiel. Et là, la pression atmosphérique va appuyer sur le piston. Et quand la pression atmosphérique appuie sur le piston, ça actionne un balancier qui, lui, actionne la pompe qui est au fond de la mine. Donc il y a un tableau célèbre qui représente la machine de Newcomen. On la voit en arrière-plan. Et en premier plan, on voit quelques chevaux et quelques ânes. Et ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, la puissance motrice de cette machine de Newcomen était à peu près équivalente à la puissance de 5 ou 6 chevaux. Donc le cheval vapeur est une des premières unités de puissance qui a été introduite en fait pour pouvoir parler aux clients. Et donc les premiers ingénieurs ont eu l'idée de comparer les puissances de leur machine à la puissance qu'était capable de fournir un cheval sur 24 heures, pause syndicale et picotin comprises. Et du coup, ils arrivaient en disant, voilà, vous utilisez 5 ou 6 chevaux pour faire ce travail, moi, ma machine peut faire la même chose ou mieux. Bien que révolutionnaire, la machine de Newcomen présentait les défauts habituels des mécaniques pionnières. Trop rudimentaire, gourmande en énergie, pour un rendement bien trop modeste. Un ingénieur écossais, après l'avoir attentivement étudié, y apporta des améliorations si fondamentales que l'unité internationale de puissance fut baptisée de son nom, le Watt. Prénommé James, Watt était un génie. Dans le Wiltshire, le long d'un canal reliant Bristol à Londres, une bâtisse abrite une de ses extraordinaires créations. Cette station de pompage, conçue pour alimenter le canal en eau, demeure fringante malgré ses 200 ans. Si une pompe électrique l'a aujourd'hui remplacée dans sa mission quotidienne, quelques week-ends par an, une bande de passionnés rallume sa flamme. Cette machine de 1812 est la plus vieille machine à vapeur encore capable d'effectuer la tâche pour laquelle elle a été conçue. 200 ans et elle est encore là, totalement fonctionnelle. Et on y participe. C'est vraiment exceptionnel. On ne trouve ça nulle part ailleurs. Donc oui, on aime ça. Le feu n'est jamais le même. C'est tout un art d'allumer une chaudière. Vous devez être capable de planifier quelle pression de vapeur vous souhaitez à un moment précis, en tenant compte de la température extérieure, de la direction du vent. Il y a tellement de variables. Donc oui, c'est un défi qui me plaît, car si on arrive à bien le faire, c'est un travail vraiment gratifiant. J'ai du mal à voir l'épaisseur du tapis de braise derrière les flammes. Mais on sent et on entend que tout a brûlé. Je peux entendre le métal qui frotte contre le métal. Donc ce que je dois faire, c'est repousser les braises vers le fond. Là, il faut que je remette du charbon.
Pour améliorer l'efficacité de votre cocotte minute, en fait, certains ingénieurs ont l'idée de mettre des tubes de feu à l'intérieur de l'eau de votre cocotte minute pour augmenter les surfaces d'échange. Et ça va améliorer considérablement la production de vapeur. Donc c'est ce qu'on retrouve à Crofton, où on a une chaudière constituée de 2 foyers tubulaires qui traversent la masse d'eau de la chaudière. Cette jauge montre le niveau exact de l'eau dans tout le réservoir. S'il est trop bas, la chaudière va produire de la vapeur beaucoup trop vite. Et c'est plus difficile à maîtriser. Et si le niveau d'eau baisse vraiment trop bas, donc en dessous de ce niveau-là, vous risquez de mettre la chaudière en danger, parce qu'il n'y aura plus assez d'eau pour la refroidir. Et il pourrait alors se produire une catastrophe. Ça monte trop là. Ils ont arrêté de pomper, donc la pression monte rapidement. Il faut absolument que je refroidisse la chaudière. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, on ne maîtrise pas la soudure. Donc on assemble des chaudières avec des tôles qui sont rivetées entre elles. C'est déjà assez remarquable d'arriver à faire des chaudières étanches avec ça, mais on ne maîtrise pas les inox. Donc ces chaudières s'oxydent très rapidement. Déjà, une pression d'1 bar, c'est 10 tonnes par mètre carré. Quand vous êtes à 10 bars, vous avez 100 tonnes d'effort par mètre carré, qui sont tenus par des tôles qui rouillent, assemblées par des petits rivets. Donc ça devient des bombes en puissance qui risquent d'exploser. Pour limiter ces risques, il y a une invention géniale, l'invention de Denis Papin, la soupape de sécurité, qui va permettre de relarguer de la pression quand la pression devient trop grande pour la chaudière. C'est la soupape que vous retrouvez sur votre cocotte minute. Donc c'est un élément de sécurité fondamental parce que sinon les chaudières explosent. Et il y a eu plein d'accidents au 19e de chaudières qui ont explosé et là c'est des bombes spectaculaires, quoi. Vous devez toujours respecter la chaudière, respecter le feu. Vous ne voulez pas vous disputer avec lui. Donc, être son maître, oui, mais il faut rester prudent. Le feu est une puissance très ambivalente. En aucun cas, il ne faut croire que le feu est un outil. Le feu n'est pas un outil. Parce qu'un outil, il dépend de votre corps pour fonctionner. Un marteau, si vous arrêtez de bouger, le marteau arrête de bouger. Alors que le feu a sa vie propre. Il est indépendant. Et de cette façon, il y a ce grand risque de l'incendie. Le feu, tour à tour ami et ennemi de l'homme, aussi terrifiant que fascinant. L'utilisation en fait de ce feu pour faire marcher des machines va permettre à l'humanité d'accéder à des niveaux de puissance qu'elle n'a jamais connus. On a très vite des machines qui produisent plusieurs milliers de chevaux, 3-4 000 chevaux. 3-4 000 chevaux, c'est l'intégralité de la cavalerie française à Waterloo, décrite par Victor Hugo dans Les Misérables. Donc c'est des niveaux de puissance qui n'ont jamais été atteints. Bientôt, cette formidable puissance du feu allait permettre à l'homme de parcourir le monde à des vitesses folles. Le feu sur les rails, lançant dans les plaines des monstres de vapeur. Le feu du moteur à combustion, propulsant sur les routes les premières automobiles, projetant vers le ciel les premiers avions. Le feu des moteurs à réaction, perçant le mur du son, envoyant l'homme dans l'espace. Et là, on va atteindre des niveaux de puissance et de température gigantesques. Le feu qu'on obtient dans les chambres de combustion des moteurs fusées sont d'une intensité incroyable. Pour vous donner un ordre d'idée, vous prenez une fusée comme la fusée Saturn V, quand elle est en fin de propulsion du premier étage, elle produit une flamme qui est plus longue que sa propre longueur. Je rappelle que Saturn V fait 100 mètres de long, 120 mètres de long. Donc vous avez une flamme qui fait facile 150-200 mètres derrière, dont la puissance utile est de l'ordre de 100 centrales nucléaires. Donc quand vous êtes capable de faire décoller une fusée, vous êtes véritablement le maître du feu. Alors, si on réfléchit à l'idée de maître du feu, ça renvoie à une sagesse millénaire. Il y a ce proverbe chez nous qui dit le feu est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Et donc, on doit se rendre maître du feu, parce que si jamais c'est le feu qui devient le maître de notre destin,
alors tout est perdu. Alors tout sera consumé, alors l'humanité court à sa perte. C'est la question de la puissance. C'est la question de s'abandonner à la volonté de puissance et à des usages toujours plus destructeurs de l'énergie, de l'intensité de la puissance, ou au contraire, revenir à la sagesse de Prométhée, et donc être capable d'accomplir tout ce qu'on peut accomplir avec la plus basse puissance, et d'essayer de parvenir à un nouvel équilibre. Aujourd'hui plus que jamais, la combustion est essentielle aux activités humaines. Fournissant 85% de l'énergie primaire utilisée dans le monde. Mais son rôle dans le réchauffement climatique et la limite des réserves en énergie fossile pousse les chercheurs à explorer en laboratoire la piste de nouvelles flammes plus vertueuses, comme celle de l'hydrogène. C'est bon, la flamme de méthane est stabilisée. On met les lunettes et ça y est, tu peux ouvrir l'obturateur laser. Grâce à un laser, David Honoré et ses équipes étudient avec précision et sans la perturber la flamme en son cœur, sa stabilité, sa température et ses différents composants. Dans leur ligne de mire, une des flammes les plus utilisées au monde, celle du méthane, principal constituant du gaz naturel à laquelle ils cherchent un substitut moins polluant. Une des problématiques des flammes de méthane, c'est par la présence de carbone, des produits de combustion qui vont être constitués de vapeur d'eau, mais aussi de dioxyde de carbone, un des gaz responsables du réchauffement climatique. On va donc chercher à limiter l'émission de dioxyde de carbone en se tournant vers des combustibles décarbonés, par exemple l'hydrogène. On va passer à 50% d'hydrogène. La flamme se stabilise dans ces conditions à 50% d'hydrogène. Là maintenant, on va pouvoir finir avec la flamme d'hydrogène. Dans la flamme d'hydrogène, on n'a plus du tout d'émission de suie, on n'a plus cette émission d'espèces radicalaires carbonées. Finalement, on n'a quasiment plus que de la vapeur d'eau portée à très haute température dans la flamme. La flamme d'hydrogène, porteuse de toutes les promesses. Encore faut-il s'assurer de sa parfaite maîtrise. Une nouvelle conquête du feu, essentielle mais encore balbutiante. Donc finalement, ce qui est fascinant après des millénaires d'utilisation du feu, c'est du fait de la complexité de la combustion, de se dire qu'on est encore loin d'être les maîtres du feu.